18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. On en a rêvé, ils l'ont fait. Les Lions de l'Atlas seront au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une première historique pour le Maroc, 3-0 après une séance prodigieuse de tirs au but contre la Roja. Les hommes de Walid Regragui viennent de signer la meilleure performance africaine de toute l'histoire de ce tournoi planétaire. À l'issue de cette rencontre, Sa Majesté le Roi a félicité dans un appel téléphonique les membres de l'équipe nationale pour leur parcours et leur qualification historique. Le Maroc pose un nouveau jalon sur la voie de sa transition énergétique. Un pari ambitieux sur lequel mise le groupe OCP. Sous l'impulsion royale, le groupe phosphatier met sur les rails son nouveau programme d'investissement vert pour une économie nouvelle génération décarbonée. Puis nous mettrons le cap à Marrakech où toutes les saveurs gastronomiques du monde se retrouvent. Des plats concoctés avec délices par les disciples du chef cuisinier français Auguste Escoffier. Bonsoir. Les cœurs de millions de Marocains ont battu à l'unisson hier, à chaque seconde de ce match historique qui nous a tous retenus en haleine jusqu'au dernier coup de sifflet. Score final 3-0 après une séance de tir au but. À l'issue de cette victoire éclatante du 11 national, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a félicité les membres de l'équipe nationale pour leur parcours et leur qualification historique au quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Le souverain s'est entretenu au téléphone avec le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Qja, et l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui, auquel le souverain a exprimé ses sincères félicitations aux joueurs et au staff technique et administratif qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive majeure. Sa Majesté le Roi a salué la prestation historique des membres de l'équipe nationale qui ont été à la hauteur des attentes et aspirations du large et valeureux public marocain qui les soutient au Maroc, au Qatar et partout dans le monde, les appelant à maintenir le cap dans cette compétition, à continuer à faire honneur au football national et à porter haut l'étendard du royaume. L'appel téléphonique de Sa Majesté le Roi constituera une source de motivation pour le 11 national pour aller plus loin dans cette compétition planétaire. C'est ce qu'a affirmé le coach Walid Regragui à l'issue de son entretien téléphonique avec le souverain. Écoutons le sélectionneur national qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue du 8e de finale. C'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour un Marocain. Et ces mots, ils nous poussent toujours à faire plus et ils nous montrent toujours le chemin pour qu'on donne le maximum. Et son discours, c'est toujours le même. Il est fier déjà des joueurs, donc et il est fier de nous et ça nous donne envie de nous surpasser encore plus. Et la politique qu'il a mis en place, tout ce qu'il a fait pour le football, pour le Maroc. Et ben voilà, nous on essaye de le rendre sur le terrain pour montrer que le Maroc est en train d'avancer et que voilà, on est un peuple qui a envie de grandir aussi, et par le football, par le biais du football, c'est un biais où aussi on peut montrer que notre pays est un grand pays, et on remerciera jamais Sa Majesté, c'est Sa Majesté pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il fait pour le football et pour ce qu'il fait pour le Maroc, et on se bat pour les Marocains, pour Sa Majesté, et on sait que justement c'est quelqu'un qui nous rassemble et qui nous donne cette force. L'infaillible Walid Regragui, grand coach et grand technicien de haut vol à qui on doit cette qualification. On en parlera tout de suite avec Boubkar Benrabrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir. Alors la tension tombe enfin et c'est de la place à une explosion de joie. Nous allons revenir plus longuement sur les images de liesse à travers le royaume, mais avant Boubkar, un débrief du match. Nous allons le faire avec notre invité sur le plateau, M. Hassan Moumen, cadre national de football, et également depuis Doha, Meriem, avec Abdelali Ben Aboud, l'entraîneur du club Al-Riyan Al-Qatari. Mais avant cela, nous allons bien entendu revenir sur la rencontre. Alors comment qualifier tout cela? Fantastique, héroïque, nous le disions. Ils l'ont promis.
ils l'ont fait et l'ont réussi. Le Maroc est en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions de l'Atlas, bon, je vais trouver le mot, peut-être ont savouré l'équipe de la Roja, déstabilisée, il faut le dire, par une équipe qui avait la rage de vaincre. Le Maroc est aujourd'hui donc la première nation arabe et africaine à avoir réussi le pari d'être parmi les grandes nations du football, aux côtés, et je vais les citer, les quarts de finalistes, Brésil, Angleterre, Argentine, Pays-Bas, Portugal, Croatie et la France. L'aventure continue donc pour Walid Regragui et ses poulains. On revient sur les temps forts de la rencontre, c'est avec Oumaima Ramli. Héroïque, c'est le moins que l'on puisse dire pour qualifier cette prestation des Lions de l'Atlas. L'hymne national est donné par des dizaines de milliers de supporters. Une sensation unique qui donne des frissons. Hier, le monde avait rendez-vous avec un 11 national coriace. Les hommes de Walid Regragui ont fermé tous les espaces face aux Espagnols. En 120 minutes, la Roja a fait montre d'une grande possession de balles, une domination stérile face à des Marocains bien organisés et tenaces. Après les 90 minutes de jeu et le temps des prolongations, suspense terrible, place au tir au but. Yassine Bounou, tel un rempart, freine la Roja dans son élan. L'Espagne n'a pu concrétiser. Les coéquipiers de Reine Msaïs ont réalisé un exploit majestueux. Je pense qu'on a fait un match énorme. Tactiquement, les gars, ils ont suivi le plan. Ils n'ont pas lâché, c'était dur. J'ai dit qu'ils allaient nous fatiguer. Et on a tenu jusqu'au pénalty. On savait qu'on avait un des gardiens les meilleurs au monde qui pouvaient nous faire gagner au pénalty. C'est pas qu'on a joué pour les pénaltys parce qu'on a des occasions. Mais bravo à eux, on rentre dans l'histoire. Surtout pour le peuple marocain. Yassine Bounou, Reine Msaïs et Naïf Agred. Une ligne défensive telle une muraille infranchissable pour les Espagnols. Aucune balle ne passe. Je souhaiterais remercier tous les joueurs qui ont tout donné durant tout le match. Nous avons joué avec nos qualités et nos capacités. Dieu merci, la victoire a été possible. Je voudrais féliciter l'ensemble du peuple marocain. Nous ressentons à chaque match ces immenses encouragements. Nous lui offrons cette victoire. Nous allons encore tout faire pour lui donner encore plus de joie. On savait que ça allait être compliqué, que c'était une équipe qui allait avoir beaucoup de ballons parce que c'est dans leur identité de jeu. Et on savait que il fallait qu'on leur ferme bien les espaces à l'intérieur pour pas leur laisser de solutions à l'intérieur du jeu parce que c'est là qu'ils sont très dangereux, qu'il fallait être patient, concentré. C'est ce qu'on a fait. On aurait pu peut-être à des moments être un peu plus tranchant sur certains contres. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, alhamdoulilah. Une douche froide pour les Espagnols. Ils quittent avec grand regret cette messe footballistique. Éliminés par des Lions indomptables. L'Espagne donc éliminée et le Maroc qui crée l'exploit, une qualification spectaculaire qui fait exploser de joie 37 millions de Marocains. Des centaines de Marocains sont en liesse Boubkar partout à travers le royaume. C'est une communion comme on n'en a jamais vu. Effectivement, dès le coup de sifflet final, c'était de la liesse populaire à travers toutes les villes du royaume et au-delà. Des milliers de supporters, jeunes et moins jeunes, filles et garçons, ont laissé donc éclater leur joie pour fêter comme il se doit l'exploit des Lions de l'Atlas, vêtus des couleurs nationales et arborant surtout fièrement le drapeau national. Ils ont poussé de la voix jusqu'à tard dans la nuit hier. On voit tout cela avec Zakaria Moukinbil. À peine le coup de sifflet final de la rencontre Maroc-Espagne entendu, les supporters de la capitale ont envahi les artères de Rabat, dans une immense joie indescriptible. Sur l'avenue Mohamed V, tout près de la gare, chacun est venu exprimer à sa manière l'immense fierté devant cet exploit réalisé par les Lions de l'Atlas. Nous sommes très heureux par cette victoire, c'est à en perdre la voix. Vive le Maroc et bravo à Bounou, notre excellent gardien de but.
Grâce à Dieu, nous avons remporté la victoire. Même si nous étions un peu stressés, la victoire a été de notre côté. Nous continuerons notre parcours vers d'autres exploits. Je suis fier d'être marocain. Je suis marocain et j'en ai fier. Je suis fier marocain. Même ambiance et même explosion de joie à travers toutes les villes du royaume. Une communion totale de toute la nation, fière et heureuse d'atteindre pour la première fois ce stade de quart de finale. Nous étions confiants pour la qualification. Comme à son habitude, Bono a été magistral. Vive le Maroc. Nous sommes très contents. C'est une grande joie. Nous attendions la victoire et c'est bien le cas grâce à la combativité des joueurs. J'espère que la victoire sera de notre côté lors des quarts de finale. Les festivités se sont poursuivies toute la nuit avec cette même ferveur que l'on doit aux joueurs de l'équipe nationale au tout sommet de leur art. Avant de décortiquer dans les détails les temps forts de cette rencontre Maroc-Espagne, eh bien, nous allons parler de cette, justement, liesse populaire avec nos invités, Hassan Moumen, je rappelle, cadre national de football, et également depuis Doha, avec M. Abdelali Ben Aboud, entraîneur du club Rayan Al-Qatari. Bonsoir, c'est Abdelali. Bonsoir tout le monde. Bonsoir alors, tous les Marocains. On commence par vous. Comment avez-vous trouvé cette liesse populaire? Avant de parler, bien entendu, je le disais, des temps forts de la rencontre. Bon, Walid a rêvé. Nous avons rêvé avec lui. Il a fait rêver tous les Marocains. Et tous les supporters qui sont sortis hier au Maroc. Et aussi à Doha, ça a été une nuit blanche. Tous les Marocains fêtaient à tous les quatre coins de Doha ici. On va revenir à vous, c'est Hassan Moumen. Donc, c'était la liesse populaire, nous le disions, faveur. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans le football marocain. Depuis... il faut dire, il faut revenir en arrière. Ça fait des années qu'on n'a pas vécu ce genre de festivité. Donc, tous les Marocains ont sorti hier de Tanger à Al-Ghouera en passant par Kénétra, Rabat, Casa, Marrakech, et j'en passe, les Ayoun, le Dakhla, c'est vraiment extraordinaire ce qui a été vraiment réalisé d'abord par l'équipe nationale. Est-ce que depuis le premier match face à la Croatie, tout le monde croyait que le chemin était déblayé pour arriver à ce stade de la compétition? Il fallait négocier match par match. Ce n'était pas facile parce que l'équipe nationale... Moi, je ne parle pas de l'entraîneur. Moi, je parle du public, des supporters. Au départ, il faut dire personne n'y croit. La preuve, c'est que quand on a passé donc au huitième de finale, on n'a pas eu, il y a eu une crise de billets. Donc parce que personne n'a essayé de réserver des billets pour le huitième, parce que tout le monde disait, voilà, on va jouer le troisième match et on rentre chez nous. Mais au fil du temps, c'est vrai qu'on a commencé à faire confiance, à y croire davantage et à rêver pour aller encore plus loin. C'est Abdelali. La même question que j'ai posée à Hassan Moumen. Vous êtes sur place à Doha, c'était la grande fête. Est-ce qu'on y croyait depuis la première rencontre face à la Croatie après le nul réalisé? On pensait aller plus loin? On avait des signes avant la Coupe du Monde. Les deux matchs qu'on a joués amical a donné des signes qu'on aura sur la bonne voie, Inch'Allah, cette fois à la Coupe du Monde. Le match contre le Chili, le Paraguay ou l'Espagne, ça a montré qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe nationale et que le staff a très bien fait ses choix. Ils savaient très bien ce qu'ils doivent faire. Alors la victoire revient au 12e homme sur le terrain à chaque rencontre des Lions de l'Atlas, depuis la Croatie en passant par la Belgique, le Canada et l'Espagne. C'est le 12e homme. Ils ont mis de l'ambiance sur les gradins et ont chanté sans relâche avec la même ferveur patriotique, un public toujours présent depuis le premier match pour encourager donc les Lions de l'Atlas. On plonge un petit peu quelques secondes dans cette ambiance.
c'était surtout 124 minutes d'ascenseur émotionnel. On a tous senti cette clameur s'emparer du public et la clameur des supporters hier dans les tribunes, c'était quelque chose. Cette ferveur est à son paroxysme. Le public marocain tire donc son chapeau à cette impressionnante solidité du 11 national. Une solidité à toute épreuve qui a rendu la tâche compliquée pour l'équipe Iber. D'ailleurs, son sélectionneur, Luis Enrique, n'a pas tari d'éloge le jeu marocain. Nous allons en parler, Myriam, dans quelques instants. Mais avant, nous allons revenir un petit peu sur l'ambiance à travers les autres capitales, à travers le monde. Les Marocains du monde donc sont aux anges après la victoire bien méritée des Lions de l'Atlas, scène de liesse aux Émirats Arabes Unis. Comme nous le voyons sur ces images, la communauté marocaine a laissé exploser sa voix après la qualification du Maroc en quart de finale. Même ambiance endiablée en France, cette fois-ci plus précisément à Paris. Le cœur de la communauté marocaine est à la fête. Je vous laisse apprécier ces images de liesse. المساء بعد نهاية المقابلة ما بين المنتخب الإسباني Voilà, ce sont là des images de Bruxelles où la communauté marocaine est sortie en nombre pour exprimer sa joie après la qualification du Maroc au quart de finale face à l'Espagne. Alors tu le disais, Myriam, on a beaucoup parlé de Luis Enrique et de sa méthode depuis le début de cette Coupe du Monde. Luis Enrique qui reconnaît, il faut le dire, sa défaite et qui reconnaît la qualité des joueurs marocains et en particulier celle du gardien Bono. Nous l'écoutons. Le Maroc s'est bien défendu. Dans la phase des pénaltys, les joueurs marocains ont été meilleurs que nous. Le gardien Bono a été impressionnant et à la hauteur. Je lui souhaite bonne chance dans ce mondial. Nous savons que Bono est un gardien de grande qualité. Nous le connaissons très bien en Espagne et il mérite d'être en quart de finale. Nous avons eu une bonne position de balle. Nous nous sommes créés des occasions de but. Dans les tirs au but, Bono, c'était comme un rideau de fer. Les supporters marocains ont été très nombreux sur les gradins. Ils ont été le 12e homme dans ce match. Yassine Bounou, notre portier, qu'on ne remerciera jamais assez d'avoir été notre dernier rempart. Et d'ailleurs, on l'a vu très tranquille, serein, très tout au long du match. Et surtout le sourire bien tracé, tout au long du match. Il faut dire que Bono, déjà l'année dernière, il a été élu meilleur gardien de but de la Ligue espagnole. Donc, ce n'est pas facile. Il vient de le confirmer. Il vient de le confirmer donc de ce match et tous les matchs qu'il a joués, donc il était à leur hauteur. Il faut quand même également rendre hommage également à Mounir, qui a pris la relève. Oui, c'est vraiment qu'il était. Ouais, voilà, il était à la hauteur. Donc, quand Bono il a été blessé. Également, il faut signaler donc le fair play de Luis Enrique. Donc, c'est un grand homme, c'est un grand technicien. Donc, c'est sûr qu'il a essayé de faire le maximum pour passer. Où il savait que la tâche ne sera pas facile. Surtout, il savait que la tâche ne sera pas facile si on arrive au penalty, parce que. Quand il a vu que nous avions raté un penalty, c'était par le biais de Benoun. La caméra a pris Luis Enrique. Il n'a pas sauté de joie. Il est resté. Il savait que les tirs au but. Il savait que les tirs au but jusqu'à la fin seraient peut-être en faveur du Maroc. À cette image-là. Il faut dire que Luis Enrique, quelque part, il était plus ou moins isolé. Quand on le compare par rapport à Walid, qui était entouré par le staff. Et donc,
au fond de lui-même, il sentait qu'une fois arrivé au tir au penalty, peut-être il y aura peut-être qu'il avait une équipe très rajeunie, mais peut-être inexpérimentée dans des compétitions pareilles, peut-être. Le point fort de l'équipe espagnole depuis des années, c'est la conservation de la balle, on le sait. Mais en plus, c'est la patience de préparer une attaque. Or, le fait de résister pendant plus de 120 minutes, des attaques en permanence, ça veut dire que la patience des joueurs marocains de notre équipe nationale a vaincu la patience, après le dessus sur les Espagnols. Donc, c'était vraiment un pas franchi par notre équipe nationale vers l'avant. Au niveau tout ce qui est mental et psychologique, au-delà de tout ce qui est l'aspect technico-tactique qu'on connaît chez le joueur marocain. Alors on va retrouver Abdelali Benaboud depuis Doha. Abdelali, vous venez d'entendre les déclarations de Luis Enrique, celle de Hassan Moumen qui est avec nous présent. Si nous avons à décortiquer encore plus cette rencontre et parler du rendement des joueurs, et d'ailleurs, Luis Enrique a été beaucoup impressionné par Ounahi. Bon, moi, je reviens sur Bono. Bono, je tire chapeau, premièrement, aux entraîneurs des gardiens de but. Pour préparer deux gardiens mentalement, on a vu le cas de Hamdi et on a vu le cas de Bono dans ce match-là. Pour être concentré 120 minutes et être très concentré dans les tirs au but, il faut très bien être préparé mentalement. Et c'est un grand chapeau pour les entraîneurs de gardiens de but. Pour ce qui est Ounahi, je pense que les tâches individuelles et collectives que Walid a réparties pour tous les joueurs, toujours fidèle à sa stratégie de développer avec un bloc défensif. Surtout lors de la rencontre de l'Espagne, il a choisi de défendre avec un bloc bas. D'après les statistiques, la distance entre le premier attaquant de l'équipe nationale et le dernier défenseur, ça a été 17 mètres. Croyez-moi, 3 lignes dans 17 mètres, ça fait serrer très bien les lignes et ça fait réduire bien les espaces entre les lignes. Parce que on connaît bien que l'équipe d'Espagne avait un joueur catalyseur qui est Busquets, qui relie entre la défense et les joueurs de milieu de terrain, et des joueurs très talentueux mais sont jeunes qui jouent entre les lignes. Et c'est ça la force de l'équipe espagnole. Abdelali Benaboud, nous allons un petit peu parler et vous allez nous donner votre avis et ça sera, je crois, ma dernière question. Nous jouons le Portugal samedi prochain. Qu'en pensez-vous? Le Portugal, mon seul souci maintenant, c'est le processus de récupération de notre équipe nationale. Parce qu'on a seulement 3 ou 4 jours avant ce match de Portugal. Si on arrive à récupérer physiquement les blessés. Et récupérer les blessés avant le match de Portugal, parce que le Portugal, ils sont plus forts physiquement que les Espagnols. Techniquement, ils sont un peu libérés lorsque Ronaldo ne joue pas. La preuve, c'est hier. Parce que quand Ronaldo ne joue pas, ils varient leur jeu à travers soit les côtés, soit ils essayent d'aller par la profondeur. C'est Abdelali. Donc je ne vais pas dire on va encore rêver, mais je vais dire qu'on peut gagner. Oui, on peut gagner. On est toujours optimiste. Parce que maintenant, nous savons que Walid négocie match par match. Chaque match a ses spécificités. Je pense que Walid, avec son staff, va bien négocier son match. C'est Abdelali Benaboud. Merci d'avoir été en direct avec nous par Skype depuis Doha. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du club Rayan Al-Qatari. Alors, Hassan Moumen, Portugal, c'est dans 3 jours? C'est un autre obstacle à franchir. Donc, c'est pas facile, c'est sûr. On a eu beaucoup de blessés. On a dépensé beaucoup d'énergie durant les 4 derniers matchs. D'autant plus qu'on a joué 120 minutes. Tandis que l'équipe portugaise, donc, elle a joué à peine 90 minutes. Et le match, il était plus ou moins bâclé, plus ou moins donc difficile pour les Portugais, sachant que la première mi-temps, déjà, ils ont scoré. Donc, c'est un match qui va se jouer sur la récupération d'abord
Le 6-0 face à la Suisse ne nous fait pas peur. Non, non. D'ailleurs, l'Espagne avait gagné 7-0 face à Costa Rica. Elle a été éliminée. À un certain niveau, donc, il faut dire que c'est le mental qui compte. C'est vrai que sur le plan physique, on va encore souffrir. Parce que devant une équipe qui maîtrise plus ou moins le ballon comme les Espagnols, c'est une équipe qui est plus explosive, des joueurs plus percutants, plus d'expérience, mais quand même, je n'étais jamais vraiment, disons, peur ou bien donc des équipes européennes à travers l'histoire. Oui. On était toujours à la hauteur des équipes. Portugaise d'ailleurs en 1986 qu'on a gagné par 3-1. 3-1, 2 buts de Khayri et un but de Kerim. On a perdu en 2018, donc c'est le troisième match. Inch'Allah, on y croit beaucoup et le rêve continue. Là, je vous demande votre pronostic. Je vais sur 2-1 en faveur du Maroc. Oui, le rêve continue pour nous. Merci Hassan Moumen d'avoir été notre invité ce soir, cadre national de football. Merci. Alors, je rappelle très rapidement donc le programme des quarts de finale. Vendredi, nous aurons un certain Croatie-Brésil, c'est à 16h. Et puis, nous aurons à 20h Pays-Bas-Argentine. Samedi, bien sûr, Maroc-Portugal, c'est à 16h. Et nous aurons également Angleterre-France, c'est à 20h. Et Boubkar, le top 30 des meilleurs buteurs de toute l'histoire de la Coupe du Monde se poursuit. Qui est l'homme du soir? Ça sera après le jingle. Juste après le jingle. Il s'appelle Lato. Et Cheikh Hassan Moumen doit se rappeler de lui. Il est polonais. Et il a été sans aucun doute un des symboles de la redoutable équipe de Pologne des années 1970. Nous allons le voir sur ces images. Au total, Lato s'est illustré à 10 reprises en Coupe du Monde. 7 buts marqués en 1974 lors du mondial organisé en Allemagne. 2 buts marqués en 1978 en Argentine. Et un but marqué en 1982 lors du mondial espagnol. Il a fini tout de même soulier d'or en Allemagne en 1974. Et on en arrive au mot de la fin. Que voulez-vous Qu'est-ce que tu nous as concocté, Boubkar? Vous savez, pas grand-chose à dire à part bravo, 1000 fois bravo au Lion de l'Atlas. Boubkar, c'est sur ces belles images de ce mondial que nous allons nous quitter ce soir. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Demain pour d'autres nouvelles concernant le mondial. Tout à fait. Merci Boubkar, merci Si Hassan d'avoir été parmi nous. 130 milliards de dirhams, c'est le montant alloué sur 4 ans par le groupe OCP à son nouveau programme d'investissement vert. Un projet d'envergure qui creuse son sillon sous l'impulsion royale. Le Maroc réinvente sa stratégie énergétique à la quête d'une économie décarbonée. Une véritable révolution vers un avenir durable qui fait la part belle aux énergies renouvelables, à leur tête l'hydrogène vert. Yassine Mourafek, Samira Sban et Zakaria Mokin Billah. Gisement unique d'énergie renouvelable, le Royaume compte capitaliser sur ses atouts afin de renforcer sa transition énergétique. C'est tout l'objet du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP. Cet investissement est une opportunité d'envergure pour augmenter la production d'engrais, tout en s'engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2040. En misant sur le solaire et l'éolien, le groupe OCP projette d'alimenter l'ensemble de son outil industriel en énergie verte d'ici 2027. Un nouveau programme qui permettra à coup sûr d'accroître les capacités du groupe OCP. L'OCP est une institution leader engagée dans la production verte depuis longtemps. Les orientations royales dans le domaine de la production et de l'énergie verte ont porté leurs fruits. L'énergie verte est utilisée dans la production des phosphates, des engrais phosphatiques et des engrais azotiques. Premier importateur mondial d'ammoniac, l'OCP vise avec cet investissement vert à s'affranchir à terme de ses importations. Le groupe compte également développer sa production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert, un tremplin pour entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation en agriculture. Ce projet d'investissement d'envergure lancé par l'Office chérifien des phosphates est un saut qualitatif dans la valorisation des engrais.
L'Office est l'un des acteurs majeurs au niveau international. Grâce à ses exportations, l'OCP contribue à la sécurité alimentaire au niveau international. Le Maroc dispose de plus de 70% des réserves mondiales de phosphate. Les exportations marocaines représentent 30% des échanges commerciaux internationaux. Aujourd'hui, dans un contexte international marqué par la crise russo-ukrainienne, il y a une forte pression sur les produits utilisés dans l'industrie agroalimentaire. À travers l'OCP, le Maroc pourra présenter des solutions aux problèmes de l'agriculture et répondre aux besoins de la sécurité alimentaire. Le Royaume est engagé depuis plusieurs années dans une transition verte pour une économie décarbonée. Ce nouveau programme d'investissement vert consolidera la position mondiale de l'OCP. Un engagement fort à même de réaliser un taux d'intégration locale de 70%, d'accompagner 600 entreprises industrielles marocaines et de créer 25 000 emplois directs et indirects. Nous en ferons tout de suite le décryptage avec notre invité plateau Amine Laridi. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes expert international en diplomatie économique et en stratégie de développement. Vous êtes aussi le vice-président du Congrès africain des mines et des énergies. Tout d'abord, c'est un projet d'envergure que lance l'Office chérifien des phosphates. Quel est l'enjeu derrière ce programme d'investissement vert, encore une fois porté par une royale qui vise à construire le présent en forgeant une économie nationale forte et durable, une vision qui prépare aussi le futur, l'avenir du Maroc. Alors déjà, vous me voyez tout sourire comme tout Marocain, d'accord. Donc en parlant des phosphates, on parle d'un champion national et nos champions, nos lions de l'Atlas, viennent de nous rendre en fait nous tous heureux. Donc mes félicitations à Sa Majesté le roi Mohamed VI et à nous tous, peuple marocain unis autour de lui, à tous les amis du Maroc, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et partout dans le monde, et ils sont nombreux. Alors oui, c'est aussi un jour de fête qu'était en fait le 3 décembre, celui de la présentation par Monsieur le Président, directeur général de l'OCP, dans une cérémonie présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI du nouveau programme d'investissement, un programme qui se tient sur 4 ans, mais c'est aussi une clôture, la clôture du programme en fait de 2012 jusqu'à 2022 et qui a porté ses fruits. Et il faut le saluer, il faut aussi l'applaudir. Aujourd'hui, l'OCP est un champion national et dans le communiqué, il y avait 3 grands axes majeurs. Un premier axe qu'on pourrait qualifier d'environnemental, il y avait justement ce volet d'électricité et d'énergie renouvelable où le Maroc est devenu aujourd'hui un champion mondial, que ce soit en termes de productivité, en termes de coûts, mais aussi en termes d'innovation, grâce à l'impulsion de Sa Majesté, la haute vision et les hautes orientations royales. Il y a aussi le volet eau qui est venu aussi en fait dans ce programme-là, avec en fait une optimisation de l'utilisation de l'eau, avec un recyclage de l'eau, avec aussi des sources non conventionnelles, notamment à travers le traitement de l'eau de mer et le dessalement de l'eau de mer. Il y a aussi en fait un volet neutralité carbone, mais également il y a un volet de durabilité économique. On a parlé de PME, de TPE qui se développeront dans le sillage de l'OCP, qui jouera ce rôle de locomotive économique et de champion encore une fois. On a parlé aussi de création d'emplois, on a parlé aussi de développement de la productivité, de renforcement des chaînes de valeur, des chaînes industrielles de l'OCP pour augmenter en fait le tonnage en termes en fait d'engrais, pour renforcer cette position de leader, cette position en fait de renforcer aussi les parts de marché à l'international en fait de notre champion national. Et le troisième volet qui est très important, qui est très fondamental, celui de l'humain, celui du social. On a parlé de recherche et développement, on a parlé de valorisation aussi des acquis nationaux à travers de la recherche académique, à travers l'UM6P, à travers également des process en fait qui sont développés au Maroc pour garantir plus de leadership. En d'autres termes, c'est la fusée nationale, c'est la fusée de développement en fait qui continue avec 3 propulseurs en même temps, parallèles et complémentaires et contingents également, à savoir en fait celui de la durabilité avec ses 3 axes économique, humain et environnemental. Vous nous en parliez justement, Monsieur Amine Laridi, la neutralité carbone avant 2040 pour répondre à l'urgence climatique. Le Maroc se donne aujourd'hui les moyens de cette ambition, n'est-ce pas ? Écoutez, j'ai eu l'honneur de donner une conférence sous l'égide de la FAO en tant que guest of honor à Rome, dans le siège en fait justement de la FAO, il y a de cela quelques semaines. Et l'enjeu, c'était la sécurité alimentaire, notamment dans un monde en crise, d'accord. Et l'OCP aujourd'hui, le Royaume du Maroc, au travers de plusieurs en fait de ses champions nationaux, dont l'OCP, qui se distingue, contribue réellement à cet axe majeur, celui de la sécurité alimentaire. Permettez-moi de vulgariser, d'accord, parce que j'ai remarqué quelque chose aussi bien au travers des jeunes et des moins jeunes, qu'on connaît très peu de choses en fait de l'OCP. On en est très fiers, c'est la seule entreprise marocaine leader tout azimut dans son domaine, mais on en connaît vraiment très peu de choses. Vulgarisons la chaîne de valeur et regardons la durabilité à travers en fait cette chaîne de valeur. Et c'était d'ailleurs en fait le sujet et la quintessence en fait de la présentation faite par cet arabe devant Sidna Allah Isra. Alors il y a pendant des décennies, on ne faisait qu'exporter que de la roche.
de la roche en bloc. Aujourd'hui, on prend cette roche, on la concasse, on rajoute quelque part en fait des produits liquides, des produits chimiques et beaucoup d'eau, dont la nécessité d'optimiser l'utilisation de l'eau avec en fait des sources recyclées, de l'eau aussi qui vient de la mer, du dessalement qui profitera aussi à la population, mais aussi à travers aussi beaucoup de sources non conventionnelles. OCP est leader en fait dans ce domaine. Donc on prend en fait cette eau, une fois en fait qu'elle est liquide, on la transporte par pipeline, ce qui permet d'optimiser aussi en fait sur l'impact carbone, sur le transport. On l'amène en fait vers des sites qu'on appelle des catalyseurs, c'est de grands bassins chimiques quelque part, il faut pas avoir peur en fait des termes. Et l'idée c'est de récupérer justement cette matière noble, ce phosphate, cette molécule du phosphate, qui est en général en fait liée soit à des produits de faible valeur ajoutée ou de forte valeur ajoutée. Faible, ça peut être en fait forte valeur ajoutée, ça peut être des terres rares, ça peut être en fait des matériaux lourds, à travers ce qu'on appelle un processus de flottation. Donc elle flotte, on récupère en fait cette flotte et puis on la travaille industriellement. Ce travail industriel nécessite beaucoup d'énergie, d'où l'important justement d'investir dans de l'énergie renouvelable, aussi bien en fait de sources électriques que de sources en fait solaires que éoliennes. Et ça nous donne deux produits majeurs. Alors le premier produit c'est le DAP, c'est une sorte en fait de grande pâte, ou le deuxième en fait c'est un produit qui est liquide, c'est de l'acide phosphorique de type 1 et de type 2 beaucoup plus concentré. Alors juste après cela, qu'est-ce qu'on fait? Juste après cela, en fait on récupère l'un de ces deux produits et on y rajoute de l'ammoniac. Ce qui fait du Maroc d'ailleurs en fait le principal importateur mondial en fait de cette denrée, et on y rajoute aussi du soufre qui vient soit du recyclage de pétrole ou bien de tout ce qui est de mine. Mais l'ammoniac classiquement en fait il ne venait que du gaz, c'est-à-dire ce qu'on appelle la source bleue, du gaz. Aujourd'hui en fait on a une autre source, et c'est pour ça en fait que ce projet en fait m'intéresse, et vous le voyez sur mon visage, il m'intéresse réellement, j'en suis passionné. C'est un aboutissement et c'est une fin et c'est un début, c'est-à-dire c'est la fin en fait du cycle d'investissement dans l'hydrogène vert, dans l'hydrogène en fait liquide. On reviendra justement sur cette chaîne de valeur et sur l'hydrogène vert dans nos prochaines éditions. Je vous remercie, M. Amine Laridi, expert en diplomatie économique et stratégie de développement, également vice-président du Congrès africain des mines et des énergies. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Nous vous en parlions en ouverture de ce journal. Marrakech a été durant 3 jours la terre d'accueil des plus grands chefs étoilés du moment. Tous des disciples du grand chef cuisinier français Auguste Escoffier. Des traditions culinaires du monde ont été ainsi conviées à se marier à la très haute gastronomie marocaine. Ce fut un must que nous racontent Abdelghani Tahraoui et Dominique Orlando. Un très grand homme de culture a déclaré il y a quelques jours que le Maroc est un pays qui fait rêver. Il va de soi que sa cuisine exceptionnelle et ses recettes unanimement plébiscitées doit y contribuer pleinement. Je pense, pour ma part, que dans les grandes gastronomies du monde, dans les 7-8 grandes gastronomies du monde, il y a la marocaine. Et c'est évident. Vous avez bien sûr la japonaise, la chinoise, l'italienne, je dirais la française bien sûr, l'espagnole. Puis après, il faut chercher. Après, c'est un peu plus compliqué, la mexicaine. Mais la marocaine, elle est là, c'est évident. De la brochette à la pastilla, aux petites salades, au couscous, au méchoui. Le méchoui, un méchoui bien cuit que l'on prend à la main, il n'y a pas plus grand bonheur sur cette terre que ça. Aujourd'hui, la relève est effective avec de très nouveaux jeunes gens qui contribuent à en propager toutes les saveurs. On est ravis de rentrer au pays et de travailler avec notre chef qui nous a bien aidés, qui nous a montré pas mal des choses sur la cuisine marocaine. Voilà, on cuisine un peu à l'étranger, en France, en Espagne, mais la cuisine marocaine, il n'y a pas plus meilleur. On y va. Il y a d'abord un accueil absolument merveilleux, chaleureux évidemment, mais extrêmement généreux. Et puis après, on a fait des rencontres magiques. Il y avait des chefs absolument formidables. On a eu des plats pleins de saveurs, pleins de parfums, pleins d'épices. C'était un voyage, une découverte et une histoire extrêmement variée. Et c'était merveilleux tout simplement. Face au talent immense de tous ces chefs étoilés réunis à Marrakech, on ne pouvait que prendre son temps pour apprécier la dégustation, avec pour principe fondamental de ne jamais quitter la table sans terminer son plat. Et avant de vous quitter, je vous invite à revivre ces moments forts en émotion. Après 36 ans d'espoir, le peuple marocain est enchanté. Ils étaient des centaines de milliers à sortir dans la rue
hier soir et laisser exploser leur joie. La délivrance est immense et l'exploit est historique. Le Maroc écrit la plus belle page de l'histoire de son football et celui du monde arabe. Un triomphe de la grinta marocaine contre le tiki-taka espagnol qui a ému jusqu'aux larmes les Marocains. Des scènes d'euphorie générale de Tanger Alguera, comme je vous invite à voir sur ces images impressionnantes et qui vont signer la fin de cette édition. Je vous laisse regarder.